Faites place aux étoiles. J'ai un peu de mal à réaliser, je ne vous mens pas, mais nous y sommes. Ce n'est pas une blague, le match Paris Saint-Germain contre Barcelone va bientôt commencer. Je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous avez la hype, parce que la hype de mon côté, elle est à un niveau exceptionnel. Je crois que ce que j'aime le plus à propos de ce match-là, que ce soit le PSG ou le Barça, c'est de se dire à quel point ce sont des équipes imparfaites et à quel point c'est cette imperfection qui les rend magnifiques, qui les rend très 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 belles. Et je vous le dis sincèrement, que vous soyez supporter du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone, en commentaire, exprimez-vous avec passion, avec liberté et avec respect, parce que nous sommes sur le point, les amis, de vivre un match merveilleux. Et même si vous ne supportez aucune des deux équipes, vous êtes totalement neutre, vous aimez pas une des deux équipes ou quoi, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, je suis convaincu que nous aurons un match qui peut rester dans l'histoire du football. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez bien les amis, on se retrouve pour évoquer cette confrontation merveilleuse. Mon pronostic pour ce match qui, je l'espère, sera historique, cette confrontation qui, je l'espère, sera historique. Et avant vraiment de parler des équipes, j'ai vraiment envie de faire un point historique, c'est totalement logique et évident. Vous connaissez l'historique entre le PSG et le Barça. Des clubs qui, waouh, se sont affrontés plusieurs fois et regardez un petit peu le bilan comptable. En Ligue des Champions, 4 victoires pour le PSG, 4 victoires pour le Barça et 4 matchs nuls. Égalité parfaite. Rendez-vous compte du truc, c'est vraiment exceptionnel. On est vraiment sur des résultats littéralement ex aequo. Nous avons quand même le Barça qui a marqué 23 buts par rapport au PSG, donc un léger avantage par rapport à ça. Et évidemment, le Barça, un club extrêmement historique vise par rapport au PSG. Même si je suis supporter parisien, les amis, c'est totalement normal. Le Barça, évidemment, un immense club dans l'histoire du football. Je ne dis pas que le PSG est un petit club, un club sans histoire et tout. Ne vous inquiétez pas, je connais un petit peu l'histoire de mon club de cœur quand même. Mais évidemment, là, tu affrontes un mastodonte. Un mastodonte en Europe. Et l'histoire a commencé en 94, les amis, en 94, la grande ère du PSG dans les années 90, qui a même remporté la C2. Le Paris Saint-Germain avait remporté cette double confrontation contre le Barça, c'était assez dingue, 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et oui, rendez-vous compte quand même que la toute première confrontation de l'histoire entre ces deux clubs s'est soldée sur une qualification du PSG. Il faut vraiment le noter les amis, et c'était la première qualification en demi de l'histoire du PSG. Ou plutôt la deuxième, pardon, la première c'était quelques années plus tôt, il me semble en 92-93, mais là c'était la deuxième fois que le PSG passait en demi-finale. Ensuite, beaucoup plus tard, on va dire presque 20 ans plus tard je pense, il y a eu une nouvelle confrontation entre le Barça et le PSG. Et là vous voyez que c'était vraiment très serré. Alors oui, peut-être que dans les matchs il y avait une domination barcelonaise et tout, mais au final le PSG n'a pas été franchement honteux et il y a eu quand même 3-3 et le Barça est passé parce que les buts à l'extérieur existaient à l'époque et le Barça a réussi à passer. Donc vous voyez que c'était quand même globalement très serré. Ensuite, il y a eu des petits matchs par-ci par-là en phase de poule évidemment. Et la première fois où le Barça a été vraiment bien au-dessus du PSG, c'était en 2014-15 où pour le coup, match aller, victoire au parc et match retour, victoire à la maison, 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Là, c'était un peu la première fois où le Barça avait vraiment un ascendant important en phase d'élimination directe en tout cas. Et évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé un des événements qui, je pense, a changé le football à jamais. Parce que de cet événement a découlé des choses exceptionnellement graves, limite, oui, il faut le dire, d'un point de vue mercato, d'un point de vue situation économique de certains clubs. Le paysage du football a définitivement changé après cette double confrontation entre le PSG et le Barça en huitième de finale de 2016-2017. Le PSG avait réellement mis une claque historique au Barça. Un 4-0 complètement historique, un truc hallucinant avec le Barça de la MSN. Des trucs vraiment qu'on ne pensait pas. Et moi, le premier, je ne pensais pas que le PSG pouvait battre 4-0 le Barça. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Mais le match retour, les amis. Le match retour. Le match qu'on nommera la remontada. Le match qui changera jamais l'histoire du football. Le match qui conduisit le PSG à acheter Neymar. Le match qui a conduit également à tout ce qui s'est passé avec Bartomeu côté Barça. Et le match qui a définitivement changé l'histoire du football. Un match qui, c'est la souffrance, hein, des années plus tard. Je m'en suis remis quand même évidemment, mais toujours repenser à ce match-là, c'était un truc de fou. Alors oui, vous allez me parler de l'arbitrage, je sais que l'arbitrage a été très ténébreux, mais le PSG n'a pas bien abordé ce match-là. Il faut le dire aussi, il faut vraiment être très honnête. Mais évidemment, je considère que si l'arbitrage avait été beaucoup plus, pas dire favorable, mais
beaucoup plus tranquille, moins d'erreurs. Oui, le PSG, je pense, serait passé peut-être en perdant 4-1, ou je sais pas, peut-être 5-1 même, mais il y a eu beaucoup de décisions, mais c'est le passé, c'est le passé. Je vous avoue que j'ai pas envie de parler de corruption, machin. Je suis pas trop dans ce genre de délire, surtout en ce moment. Le Barça a été, oui, beaucoup plus fort. Il y a eu ses erreurs d'arbitrage, mais la vérité, c'est que ce match-là a définitivement changé l'histoire du football. Et enfin, il y a eu en huitième de finale 2020-2021 la fameuse revanche où le PSG a vraiment éradiqué le Barça à la maison, pour le coup, au Camp Nou qui était vide. Je rappelle que nous étions un petit peu par rapport au Covid et tout, pas beaucoup, il n'y avait pas de monde. Et du coup, le Barça avait gagné 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et rendez-vous compte qu'il y a eu quand même eu le 6-1, voilà, quelques années plus tôt. Et juste après le 4-1, voilà, où le PSG s'est dit, allez, on va se venger. Et pour le coup, c'est une belle vengeance, allez, voilà, une revanche en tout cas, où Kylian a notamment mis un triplé, et voilà. Mais vous avez compris, un historique vraiment exceptionnel, des clubs qui historiquement vraiment ont des histoires et des parcours différents. Évidemment que le PSG n'a pas le poids du Barça. Mais ce qui est dingue, c'est que l'histoire entre ces deux clubs, elle est phénoménale. Et moi, ce qui me fascine, et après, promis, on va parler du match, ce qui me fascine, c'est que quand ils sont affrontés en 94-15, ben, mine de rien, c'est assez dingue. Le PSG, voilà, club de la capitale de France qui sort le Barça, vraiment incroyable. Après, la rivalité n'a pas du tout existé parce qu'ils ne sont pas affrontés pendant des années. Il y a eu un quart de finale où le Barça est passé, bref. Mais cette remontada a absolument tout changé. Cette remontada, puis cette huitième en 2020-2021, ça a complètement changé la dimension de ces clubs. Et aujourd'hui, je pense vraiment que le Barça et le PSG, c'est une des rivalités les plus fortes émotionnellement en Europe. Je ne dis pas que les deux clubs sont purement des rivaux, mais en tout cas, ce sont des rivaux européens. Ce sont des clubs qui ont une confrontation européenne extrêmement importante. C'est exceptionnel. Et les amis, nous sommes à l'acte final, je ne sais pas, mais nous sommes à l'aube du prochain acte. Ce fameux PSG-Barça, ce 10 avril 2024. Et je me retrouve sur Tactical Board, les amis. Vous savez, c'est un site que j'utilise de temps en temps. Voilà, même avant même que je commence à faire des vidéos, j'utilisais pas mal ce site. J'aime beaucoup. Je vous ai proposé deux compositions qui me sembleraient à peu près probables. Bon, concernant la compo du PSG, je pense que ce sera à peu près ça. Par contre, la compo du Barça, j'ai beaucoup d'interrogations au niveau du milieu de terrain. Parce que oui, il y a une vérité, le Barça a des blessés et on va dire des joueurs complètement certains, c'est très important à noter. Alors quand même, la nouvelle est tombée il y a quelques jours à l'heure où je m'exprime. Comme le dit Mondo Deportivo reporté par ce compte Twitter, malgré le jour de repos, Pedri, Francky et Araujo et Christensen étaient tous au centre d'entraînement aujourd'hui pour poursuivre leur plan d'être à 100% prêts pour le match aller contre le PSG. Bon, honnêtement, je pense que Araujo sera normalement là. Pedri, ça me semble vraiment extrêmement compliqué. C'est pour ça que il faut quand même se poser les questions. Que va être l'entrejeu côté Barça? Concernant Francky de Jong, je me dis que c'est un peu 50-50. Et pour le coup, Christensen, je pense qu'il va être là. C'est pour ça que j'ai mis au milieu de terrain Gundogan. Évidemment, Gundo, qui me paraît totalement logique, titulaire aux côtés de ceux pour le Barça. D'ailleurs, je vous rappelle les statistiques de Gundogan que vous pourrez trouver sur Football Ref. C'est hallucinant. Nous sommes vraiment sur un des meilleurs milieux d'Europe. Encore une fois, il a des qualités complètement folles. Je vous laisse regarder tout ce vert, que ce soit au niveau des tirs, des passes. Regardez un petit peu la qualité de possession qu'il a également. Là où il est très faible, c'est au niveau de la défense, mais c'est pas du tout son rôle. Gundogan est un des meilleurs milieux d'Europe et je pense pas loin d'être l'homme fort ultime du Barça, franchement, sur cette saison, avec évidemment un joueur que très peu, si ce n'est personne, attendait au début de saison. Je veux évoquer, évidemment, et bien sûr, et comme vous le voyez sur la miniature de cette vidéo, Lamine Yamal. Incroyable. Franchement, ça les amis, c'est ce qui me meut dans le football, c'est de se dire qu'il y a des joueurs qui sortent de nulle part comme ça et qui sont à ce point fort. 16 ans. 16 ans les amis. Il a 16 ans et demi, il va bientôt faire 17 ans. Et ce mec est titulaire au Barça. Dans toutes les compétitions. Et c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la LDC devant même Warren Zaïre-Emery. Que voulez-vous dire? Juste que voulez-vous dire? Je ne sais pas quoi vous dire. Il sera évidemment le point le plus important du Barça et le danger le plus important pour le PSG. Il faudra contenir Lamine Yamal, sinon tu vas vraiment souffrir. Mais voilà, après, concernant les forces et les faiblesses de ces deux équipes, honnêtement, je vous invite à voir cette chaîne YouTube. Je lui fais un big up si jamais il passe par là, mais c'est la chaîne YouTube Football DataFoot, vraiment excellente chaîne. Il fait vraiment beaucoup de vidéos concernant la data, voilà, comme il le dit, le football décrypté par les statistiques avancées. Et il a vraiment fait une excellente vidéo qui parle un petit peu de tout ça, côté PSG et côté PSG comme côté Barcelone. Il a vraiment mis en lumière beaucoup de statistiques, à quel
point les équipes se ressemblaient. C'est vrai, les équipes se ressemblent beaucoup. On peut regarder un petit peu, je vais pas faire sa vidéo évidemment en entier, je vous invite vraiment à aller le voir directement. Mais juste pour vous montrer des statistiques par-ci par-là, les expected goals, à quel point ces deux clubs se génèrent beaucoup d'occasions. Le PSG comme le Barça sont leaders respectifs de leur championnat. C'est les deux équipes qui se génèrent le plus d'occasions limite en Europe. C'est extrêmement important en tout cas. Dans leur championnat, ils sont premiers. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les statistiques en Ligue des Champions, bah regardez un petit peu, vous avez en expected goals Manchester City, le Real et l'Inter qui sont premiers, et vous avez juste après le PSG et le Barça qui sont à 16 et 13,9, donc c'est très serré honnêtement. D'ailleurs, par rapport aux occasions concédées, 7,8 et 7,8 pour les deux équipes, donc en fait c'est des équipes vraiment très similaires. Ce qui est extrêmement intéressant, et j'en parlais en intro, c'est des équipes imparfaites. C'est ça qui est beau. C'est ça qui les rend belles, imprévisibles, et ce match est impronosticable justement pour ces raisons-là. On ne peut pas pronostiquer l'imprévisible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le PSG et le Barça sont des équipes qui se ressemblent beaucoup parce que les forces et les faiblesses de l'un comme de l'autre sont les mêmes. Sont quasiment les mêmes. Les deux équipes savent très bien jouer en transition, par exemple, en contre. Les deux équipes aiment énormément les attaques rapides. Les deux équipes concèdent aussi beaucoup d'occasions. Les deux équipes peuvent se reposer parfois sur des individualités importantes. Ça se ressemble énormément. C'est pour ça que ce match, là, j'en parle avec passion, avec plaisir, parce que c'est le football. Mais au-delà du pronostic, je vous jure que c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. J'espère vraiment que vous sentez toute cette passion. Bref, en tout cas, pour revenir à l'équipe, on sera, comme je pense, sur une défense centrale. Koubarsi, qui est vraiment très performant. Je vous avoue qu'encore une fois, on n'oubliera jamais les jeunes du Barça. Trop impressionnant. Je pense qu'il sera aligné avec Araujo. Alors, Araujo, il y a peut-être un monde avec Condé où, voilà, Araujo, en le côté droit, on sait que justement les deux peuvent alterner. Condé à droite, bon, je sais que certains n'aiment pas, moi aussi je suis d'accord pour vous dire qu'il serait quand même meilleur en tant que défenseur central. Et évidemment, Cancelo de l'autre côté, ça me paraît clair. Donc voilà, vous avez compris, la question du milieu de terrain pour le Barça, c'est compliqué. Je pense quand même que Gundo sera évidemment titu. J'ai mis Christensen et Firmin, ce qui me semble le plus logique, parce que en l'absence de Pedri et de Jong, ça me semble un peu la logique ultime, mais je pense que si De Jong est dispo, De Jong serait potentiellement titulaire. Par contre, Pedri, ça me semblerait vraiment très compliqué de le voir maintenant. Et l'attaque, je pense qu'on n'aura pas vraiment de surprise. Rafinha, Lewandowski, Yamal, peut-être Félix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sachant que, vous savez, le Barça, là j'ai mis un sorte de 4-3-3, mais évidemment que le Barça joue plutôt en phase de possession, en 3-2-5, je pense grosso modo en 3-2-5. Donc voilà, c'est vraiment important de noter, évidemment Cancelo est beaucoup plus haut, vous avez Gundo qui est un peu plus intérieur, etc. Il faut le noter, ça c'est en phase de possession. Concernant le PSG, bon là pour moi on a beaucoup moins de doutes. Le doute le plus important pour moi c'est au niveau de Barcola. Si Barcola n'est pas dispo, pour moi ce sera Lee qui sera titulaire. Voilà, mais j'ai mis la liste sur le banc au cas où si Barco est justement présent. Et il faut noter un truc, c'est que le PSG a tenté quelque chose d'assez dingue contre la Real Sociedad, c'est-à-dire de faire jouer Ousmane Dembélé axial. Et ça, c'est un truc très nouveau, mais vraiment très nouveau. On rappelle quand même que Dembélé est un ailier, vraiment un ailier, a les capacités, les qualités d'un ailier, même les défauts, sincèrement, des ailiers, mais il a aussi cette qualité pour jouer dans l'axe. Et contre la Real, il a été plutôt exceptionnel, et on sait justement que ça peut être la faiblesse principale du Barça. Parce que aujourd'hui, le Barça, ils ont cette interrogation au milieu. Ok, on admettons que le milieu est un peu décimé, renforcer l'axe, renforcer l'entrejeu avec Dembélé qui va presser énormément, ça peut vraiment bloquer beaucoup d'offensives adverses côté Barça. C'est extrêmement important à noter. Après, je pense qu'on n'aura pas vraiment de surprise, alors peut-être au niveau de la défense, parce que j'ai mis Marquinhos sur le côté pour une raison simple. On sait que Mukiele n'est pas forcément le joueur le plus aimé, le plus apprécié par Lucho. Je pense rien de personnel évidemment, mais c'est un profil assez particulier qui peut peut-être dépanner, mais bon, pas pour être titulaire, je pense, contre le Barça. Donc Marquinhos côté droit, parce que Beraldo fait vraiment une saison très bonne avec le PSG. Il vient d'arriver, mais une capacité de relance notamment exceptionnellement bonne. Il est, il me semble, à la passe, à l'avant-dernière passe peut-être, sur le but d'Mbappé contre la Real Sociedad au match retour. Hernandez, il a vraiment montré qu'il pouvait être un taulier dans cette équipe. Et Beraldo et Hernandez ont montré de très bons matchs, évidemment. Nuno, côté gauche. Concernant le milieu de terrain, Ruiz, Warren et Vitsa me paraît être le milieu titulaire le plus lucide, le plus objectif actuellement. Et mine de rien, je trouve que c'est un milieu qui peut performer, qui, ok, laisse des trous. En vrai, je trouve que c'est surtout un milieu qui peut être très offensif. On va pas se mentir, au niveau des duels, ça peut être une très grosse crainte parce que le Barça met une intensité de fou. Il faut le noter, le Barça, c'est vraiment une équipe avec une intensité de malade. Et justement, le PSG a beaucoup de mal dans les duels. Voilà, Ruiz, Vitinha, Warren, je trouve que ça fait vraiment très bien, très offensif. Vitinha, on sait qu'il a vraiment une qualité dans ce poste un peu de milieu défensif
milieu central même exceptionnellement bonne. Donc voilà, et Ruiz, mine de rien, on critique beaucoup Ruiz, mais je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment délivrer de très bonnes performances. Il a juste, je trouve, un déchet trop important. C'est un peu le gros problème de Ruiz, mais sans ce déchet, il a vraiment une qualité de fou. Vraiment, je trouve, sincèrement. D'ailleurs, vous savez, ce qui est très très drôle, quand on regarde un petit peu le profil statistique de Fabien Ruiz sur Football Ref, on remarque un truc, c'est que le joueur est plutôt très bon sur énormément d'endroits. Et ça, c'est assez dingue. Quand on regarde vraiment même la qualité de passe qu'il a, honnêtement, regardez, c'est exceptionnel. Même les passes progressives sont très très bonnes. Les passes dans les derniers tiers du terrain, c'est très très élevé. Les passes clés, c'est également vraiment élevé. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Courte, passe moyenne, passe longue, il est performant. Son autre gros point fort, c'est la qualité de possession qu'il a. Des dribbles réussis énormément. Le pourcentage de dribbles réussis, il a 99. C'est énormissime. Et globalement, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, c'est un peu facile de cracher sur des joueurs quand ils sont pas très bons. Mais quand ils sont bons, il faut le dire. Et honnêtement, Fabian, il apporte au PSG. Je pense sincèrement qu'il apporte au PSG. Ok, bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu à peu près les équipes qui vont jouer, concernant les forces et les faiblesses de ces équipes, comme je vous l'ai dit, ça se ressemble beaucoup. Honnêtement, le Barça comme le PSG, notamment grâce à leurs ailiers, on rappelle quand même que Barcola, Kylian évidemment, Lamine Yamal, Rafinha, même Félix sur le banc, entre autres, même Dembélé évidemment, c'est des ailiers qui savent percuter, qui savent accélérer, qui sont évidemment très rapides, qui savent dribbler, etc. Ok. La finition est évidemment importante. Le joueur qui a le plus de finition parmi tout cela, je pense que c'est quand même Kylian. Lamine Yamal, je trouve qu'il a un très très bon ratio. Hein. Mine de rien, pour son très jeune âge, c'est assez flippant. Mais c'est à noter. Donc, c'est des équipes qui aiment prendre de vitesse, qui aiment les attaques rapides, qui aiment aussi, comment vous dire, le danger. Ils aiment le danger. Et c'est vraiment extrêmement important à noter. C'est pour ça que je vous parle d'une confrontation impronosticable. Quand vous avez deux équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment attaquer de manière féroce et qui n'a pas franchement peur de s'exposer. Quand on sait que le PSG et le Barça, ce sont parmi les deux équipes qui subissant le plus d'occasions, même en contre. Tout court, occasions tout court, et même en contre, qui laisse beaucoup d'espace, c'est vraiment assez dingue. Et ce qui fait que les deux équipes arrivent à aussi être performantes, les gardiens. Donnarumma est peut-être le gardien qui performe le plus en Europe aujourd'hui. Le nombre de buts qu'il a sauvé au PSG, c'est hallucinant. Ter Stegen est exceptionnel. Depuis des années, évidemment. Cette année, il a été pas là pendant longtemps, on a vu le résultat. Vraiment, vraiment très important. Le Barça a connu une époque très très sombre et depuis leur défaite le 14 janvier contre le Real, le Barça n'a plus perdu. Alors oui, ils ont subi beaucoup de buts par-ci par-là. Pardon, c'est la dernière défaite, c'était contre Villarreal. Mais depuis ce match-là, il n'y a plus eu de défaite importante. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une période extrêmement, extrêmement, extrêmement compliquée. On va dire fin décembre, début janvier, c'était beaucoup trop sombre. Honnêtement, le Barça, j'avais rarement vu ça défensivement. Mais offensivement, ils ont toujours eu cette qualité. Et pourtant, le Barça est une équipe qui, on peut le dire, gâche beaucoup d'occasions. C'est ça qui est assez dingue. Et c'est pour ça que j'évoquais souvent dans mes vidéos. Le Barça est pas loin d'être une des équipes avec le potentiel le plus élevé, si ce n'est le plus élevé d'Europe. Le Barça prime au max du max, ça peut être hallucinant. Et voilà. Et malgré ça, malgré, on va dire, une finition pas très bonne, malgré une défense aux fraises, et ben c'est quand même, regardez, en Ligue des Champions, ça s'est qualifié, et en Ligue 1, c'est 67 points. Ok, c'est quand même derrière le Real, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Et ça, c'est à noter. Évidemment, voilà, depuis, ça va beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de victoires par-ci, par-là. Il y a eu évidemment une très, très bonne qualif contre Naples. Avec ce match-là, à la maison, très, 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 très bon. C'est là où je te dis que ce Barça va être très, très dangereux. Regardez un petit peu la composition qu'il y avait. Ben, c'est vraiment la composition que je vous ai donnée pour le coup. C'est exactement cette composition que je vous ai donnée contre le PSG. Et mine de rien, je trouve que, et ça, c'est vraiment un sujet, bon, c'est un peu un sujet tabou, je pense, au sein de la communauté catalane, mais Gundo, Christensen, Fermin, est-ce que ce serait pas plus complémentaire que Gundo, Pedri, De Jong? Et oui, ça c'est une question à se poser. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est aussi une question à se poser. En tout cas, ils ont été excellents sur ce match-là. Et juste après, tu réalises quelque chose d'énormissime. Alors je suis d'accord, l'Atlético, je les ai vraiment pas trouvés très performants. Mais tu bats 3-0. 3-0 l'Atlético, avec encore une fois à peu près la même compo. Oui, Sergi Roberto était là. On sait qu'il peut être bien parce qu'il peut jouer aussi dans un double pivot. Très très important. Mais voilà, encore un match exceptionnellement rondement mené en vrai par le Barça. Et donc depuis, ça va très très bien. Et une dernière victoire contre Las Palmas. RAS, pas de grand chose à dire. Et en plus, quand tu regardes le Barça sur les derniers matchs depuis Retafe, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Sur les 6 derniers matchs, le Barça a fait 5 clean sheets. C'est vraiment important à noter parce qu'on était sur une équipe qui se prenait 2000 buts par match limite. Et on est passé de ça à une équipe qui a maintenant une très 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 bonne défense. Je pense aussi, il faut le dire quand même, la montée en puissance de Koubarsi, je pense pas beaucoup attendre. Forcément, il a 17 ans les amis.
17 ans, enfin c'est assez hallucinant. Il vient de rentrer dans le monde du football professionnel. Regardez un petit peu sa valeur marchande sur Transfer Market, c'est 25 millions, c'est rien du tout. Et pourtant, ce joueur est exceptionnel. 1m84, il est exceptionnel et je pense que sa montée en puissance, le fait que Ter Stegen, évidemment, maintenant est revenu à un niveau exceptionnellement bon, ça joue énormément. Et donc vraiment, ne croyons pas que ça va être un match facile pour le PSG. Surtout, 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 surtout pas. Maintenant, c'est vrai, pour le PSG, ça va très très bien. La dernière défaite du PSG, elle remonte à il y a vraiment très longtemps, à San Siro, le 7 novembre. 7 novembre. Le PSG est sur une série de 26 ou 27 matchs sans défaite. Quasiment que des victoires. Bon, il y a eu pas mal de matchs nuls quand même par-ci par-là. Des matchs globalement très très performants. Le dernier match contre Clermont, c'était complètement l'équipe bis, voire l'équipe 3 du PSG. Donc c'est pas très très important à noter. Et c'est surtout un club qui est monté en puissance malgré des défauts réels. Hein. Quand on voit ce match-là contre Montpellier, Montpellier a marqué 2 buts. Montpellier s'est généré beaucoup d'occasions, c'est une vérité. En contrepartie, il a quand même une qualité offensive de dingue, comme on peut le savoir. Avant de passer au pronostic, j'ai quand même envie de noter un truc important, vraiment très important, parce que, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut totalement rabattre les cartes d'un match retour. Vous le voyez, les joueurs du FC de Barcelone qui seront suspendus lors du match retour face au PSG, en cas de carton jaune mercredi. Regardez un petit peu cette liste. Vous le voyez, c'est hallucinant. Il y a un nombre de joueurs qui peut être suspendu. Lamine Yamal, extrêmement important. Frankie de Jong, bon, on sait pas trop, mais évidemment que c'est important. Araujo, je vous laisse imaginer. Christensen, oulala, c'est très très dur. Roberto, évidemment. Félix et Ferran Torres. C'est très 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 important. Parce que le match retour, c'est là où va jouer la qualif. Le match retour, c'est à la maison en plus pour le Barça. Donc, est-ce que le Barça jouerait un petit peu plus tranquille, un peu plus doucement, parce que les suspensions, on peut pas dire, mais c'est à noter, c'est vraiment à noter. Et du coup, mon pronostic. Mon pronostic pour une confrontation exceptionnelle. Ça va être un match incroyable, je pense un match très serré, un avantage quand même certain parce que pour le PSG, parce que c'est au Parc des Princes, il faut le dire. Je pense quand même que le PSG a un peu plus les détails que le Barça. Quand je dis les détails, c'est quoi? Ter Stegen, c'est un détail très important. Mais Donnarumma est également exceptionnel. Donc c'est un détail, on va dire un peu 50-50. Mais évidemment, le détail le plus important côté PSG, je pense que vous le savez toutes et tous, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kylian Mbappé l'OTAN. Qu'on ne l'aime ou pas, Kylian. Kylian est la raison pour laquelle le football a énormément changé. Kylian Mbappé a changé le football. Aujourd'hui, les joueurs qui affrontent le PSG pensent à comment défendre sur Mbappé. Un joueur qui soit peut prendre de vitesse, et même aujourd'hui il sait marquer des buts sans aucune vitesse. Sur des angles quasiment fermés parfois, et il sait marquer des buts. Le joueur le plus dangereux du PSG évidemment, le joueur extrêmement à surveiller pour le Barça, le joueur qui, je le rappelle, a marqué un triplé au Camp Nou. Oui, un coup de temps vite, mais il a marqué un triplé au Camp Nou. Le joueur qui a marqué énormément de buts contre des équipes espagnoles. Le joueur qui a marqué but aller-retour contre la Real Sociedad. Le joueur qui a marqué sur tous les matchs du PSG à domicile. Le meilleur buteur de championnat de France, de la Ligue 1, des meilleurs buteurs d'Europe. Kylian Mbappé. Donc évidemment que ce détail-là, quand même, me ferait partir sur un léger avantage PSG. Mais c'est extrêmement serré. Honnêtement, je pense que la probabilité la plus importante sur ce match, c'est les deux équipes marquent. Ça me paraît normal. Ça, vraiment, si vous me dites, franchement, et j'aimerais évidemment, je suis supporter du PSG, mais si vous me dites que le Barça marque 0 but au Parc des Princes, je serais choqué. Mais vraiment, je serais choqué parce que c'est pas la dynamique actuelle. Le PSG se prend beaucoup de buts. Honnêtement, ça peut se prendre des buts par-ci par-là. Le Barça s'est marqué et s'est généré beaucoup d'occasions. À moins qu'un Donnarumma soit absolument infranchissable, j'ai du mal à voir. Maintenant, oui, c'est vrai, le Barça se prend très peu de buts. Mais Mbappé, c'est Mbappé. Je pense globalement que ça va être un match assez serré. Je pense peut-être que le PSG aura la possession. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer la chose. Mais j'imagine un match assez tactique, peut-être, parce que c'est le match aller et tout. Par contre, je pense qu'à un moment, il y aura des attaques rapides. On verra bien. Un match avec énormément d'intensité. Des deux côtés, on l'a vu même contre la Real, c'était assez hallucinant, il faut vraiment le dire. Je rappelle que le Barça est en plus, il me semble, l'équipe avec la Real Sociedad qui a le plus grand taux de récupération haute en Europe. Ça signifie qu'ils vont chercher des ballons très très hauts, dont un pressing du coup très important. C'est très compliqué, mais vous savez, je pense que si je dois donner un pourcentage, ce serait du 55-45 PSG. À quasiment rien, mais le 55-45 parce que tu es au Parc des Princes, tu as aussi Kylian, tu peux peut-être monter à 60-40 mais pas plus. Ça va être un match exceptionnel. Je pense que si le Barça marque en premier, le Barça peut totalement gagner.
Si le PSG marque en premier, j'aurais beaucoup plus de mal à voir le Barça gagner, mais pourquoi pas. Le match nul, est-ce qu'il me paraît crédible? C'est possible. Je mets quand même un avantage PSG minimum, mais minimum. C'est vraiment pas parce que je suis supporter parisien, c'est vraiment parce que factuellement, je me dis que ça va être un match assez serré, un match qui peut être très explosif, mais ça va jauger quand même. Un match où, voilà, tu es à la maison quand même pour le PSG. T'as peut-être pas envie de trop te mouiller pour le Barça parce que c'est le premier match aller. Et évidemment, ce qui sera le plus important, c'est le retour. Le retour, on verra bien ce qui va se passer au match aller, hein, c'est tout le but. Mais le retour, là, les chevaux vont être lâchés. Il faut vraiment en avoir conscience, les chevaux vont être lâchés. Voilà les amis, c'est la fin de cette longue analyse, débat, machin. J'ai parlé de plein de trucs, des vidéos un peu décousues, mais j'espère que vous les appréciez sincèrement. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait plaisir et ça m'aide énormément. Et si vous souhaitez entendre un petit peu mes pronostics pour les autres matchs de la Ligue des Champions, j'en ai fait une vidéo, c'est la dernière de la chaîne. Je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai parlé de plein de trucs. Ne faites pas forcément attention à comment j'ai placé les équipes, mais allez écouter. Parce que voilà, vous comprendrez le fond de ma pensée. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on sera gâtés. Qu'est-ce que j'espère qu'on sera régalé. En tant que supporter parisien, j'espère une qualif du fond du cœur. Je me dis que l'espoir est permis, mais je me mets à la place des Catalans et je me dis que, bien sûr que l'espoir est permis aussi. Bien sûr que surtout quand tu vois un peu le début de saison, quand tu vois les saisons dernières qui étaient très obscures pour le Barça, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, c'est possible. Tout le monde va avoir sa carte à jouer. Tout le monde, même Dortmund, même l'Atlético. J'ai super hâte de voir les amis, ça va être exceptionnel. Passez une excellente semaine. Profitons bien ensemble de ça. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Coro. Et la paix sur vous.